Aujourd'hui, le marché des jeux vidéo étant quand même essentiellement structuré autour de la pratique d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes de sexe masculin, on va trouver dans les jeux vidéo des modèles susceptibles d'interpeller et de flatter l'ego de cette population. De façon récurrente, dans ces jeux, des personnages vont progresser. Au départ, ils sont peu puissants. Ils vont progresser de façon inéluctable pour devenir des sportifs de renom, des guerriers redoutés avec une puissance physique remarquables, des magiciens avec des sorts dévastateurs, des chefs d'État qui vont mener à la guerre des armées entières. Donc on voit bien comment ces jeux, en fait, sont conçus et reposent sur des archétypes, des stéréotypes destinés à cette population de garçons, de jeunes adultes. Les travaux universitaires sur les jeux vidéo ont mis du temps avant d'émerger. Quand ils ont émergé, et je pense que là il y a un processus depuis le début des années 2000, on remarque que bon nombre des universitaires qui se sont intéressés aux jeux vidéo présentaient des caractéristiques socio-culturelles spécifiques. Des jeunes chercheurs, plutôt de sexe masculin, et pour bon nombre d'entre eux qui étaient d'anciens joueurs. Cette perspective-là a ses inconvénients et ses avantages. Les avantages, c'est que ces personnes connaissent bien le contenu des jeux vidéo. Effectivement, pour mener des études de contenu, pour discuter aussi avec des joueurs du sens que la pratique peut avoir, ils maîtrisent des codes que des personnes connaissant mal les jeux vidéo n'ont pas. Le point qui interroge, quand on s'intéresse à ces travaux, c'est de voir qu'assez souvent, ces jeunes chercheurs qui ont été eux-mêmes joueurs de jeux vidéo dans leur adolescence, à une époque d'ailleurs où les discours sur les jeux vidéo au niveau de la société étaient plutôt critiques. Ces jeunes chercheurs, pour bon nombre d'entre eux, sont quand même dans un processus de justification de la pratique du jeu vidéo. Ça participe à un processus de légitimation de la pratique où on va essayer d'ennoblir la pratique du jeu vidéo au travers de son contenu. On va attirer l'attention sur un certain nombre de produits relativement peu joués, et pour les serious games, peu joués par rapport à ce qui fait l'essence de la production commerciale de jeux vidéo. Et on va dire, vous voyez, les jeux vidéo évoluent. Aujourd'hui, on peut trouver des jeux vidéo qui présentent des dimensions politiques, qui présentent des dimensions de critique sociale, des jeux vidéo qui développent une dimension artistique originale. Donc, au travers de l'exemple de quelques produits, en fait très peu significatifs des jeux aujourd'hui les plus pratiqués, qui sont essentiellement des jeux faisant appel à un imaginaire militaire ou qui mettent en scène des compétitions de type sportif, où là encore, va régner un esprit très compétitif. On va attirer l'attention comme ça sur des produits culturellement parlant un peu alternatifs, et on va dire, vous voyez, les contenus des jeux vidéo évoluent. Ça entre tout à fait dans le cadre du processus de légitimation sociale des jeux vidéo, où à partir du moment où ce seraient des adultes qui joueraient aux jeux vidéo plutôt que des enfants, déjà la pratique acquiert quelque part ses lettres de noblesse, et justement en se distinguant du monde de l'enfance, elle acquiert des caractères légitimes. C'est une pratique citoyenne. Les citoyens, dans leur globalité, s'intéresseraient aujourd'hui aux jeux vidéo. L'autre aspect stratégique, si je puis dire, est qu'à partir du moment où on arrive à faire croire que la moyenne du joueur de jeux vidéo et de 25, 30 ans, pourquoi pas 40 ans, que ça délégitime au niveau social toutes les critiques parfois vives de parents ou d'associations de parents qui, s'intéressant au contenu des jeux vidéo, trouvent que ces contenus-là, de leur point de vue, présentent des aspects contestables.